Merci pour votre présence. On accueille aujourd'hui Victor Danerol, qui est professeur à l'UCAC et qui nous a fait le plaisir de venir ici à l'Université Laval. Pour présenter Victor rapidement, Victor est titulaire d'un doctorat de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et il est actuellement professeur-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ses travaux de recherche combinent l'écologie du paysage, la télédétection et l'écologie historique afin de mieux comprendre les dynamiques forestières à long terme dans le contexte des changements globaux. Une part importante de ses recherches actuelles porte sur l'écologie des feux de forêt. Je lui laisse commencer sa présentation. Merci. Bonjour à tous, merci Manuela pour la présentation et merci au CEF pour l'invitation à donner cette conférence aujourd'hui où je vais vous parler de régime de feu avec, ça va être une conférence un peu en deux parties avec un volet sur l'historique des 2 derniers siècles puis un volet sur des dynamiques plus contemporaines. Donc, une petite introduction quand même quand on parle de régime de feu, de quoi on parle? C'est la manière dont les feux vont intervenir dans un espace donné, dans un temps donné. Donc, par exemple, pour une région donnée ou un écosystème donné, comment les feux vont se comporter dans le temps. Puis ça, c'est en général un résultat d'interaction les moteurs de ces différents régimes de feu ou les déterminants de ces différents régimes de feu. Ça va être d'un côté les paramètres météoclimatiques, en interaction avec la végétation qui joue le rôle de carburant donc pour les feux de forêt, puis différentes sources d'allumage. Je vous ai mis la foudre comme exemple, mais il y a aussi évidemment toutes les causes humaines qui sont derrière ça. Quelques grands types de métriques ou de paramètres qu'on utilise pour définir les régimes de feu. Bon, il y a tout ce qui est lié à la fréquence. Par exemple, le nombre de feux annuels, mais le nombre de feux suivant les causes d'allumage. Comme je disais, ça peut être la foudre ou ça peut être des départs de causes humaines. Beaucoup de paramètres liés à la superficie, donc par exemple la taille des feux individuels, la taille moyenne des feux ou les superficies totales ou le pourcentage d'une région qui est brûlée annuellement, qui revient à peu près à la même chose que les superficies totales. Là, on va le voir après, c'est ce qu'on appelle des taux de brûlage. Plusieurs paramètres liés à la saisonnalité, comment les feux vont se comporter au sein de la saison, puisqu'on va avoir des changements saisonniers dans la météo, mais aussi dans les combustibles. Et enfin, un autre paramètre qui est assez important, qui est la sévérité. Et ça, c'est, pour le définir pour l'instant de manière très simple, c'est à quel point les feux vont avoir un impact sur la végétation et sur le sol. On va le définir un peu plus en profondeur plus tard. Puis bon, évidemment, tout ça, les régimes de feu, ça va avoir des impacts très importants sur les communautés humaines et leurs infrastructures, particulièrement les communautés qui vivent dans des milieux forestiers, entourés de forêts. Ça va avoir aussi beaucoup d'impact sur les écosystèmes et les paysages forestiers, leur dynamique, etc. Sur le cycle du carbone et sur d'autres choses, j'en passe, mais bon, pour vous expliquer que c'est un enjeu quand même assez important d'essayer de mieux comprendre les régimes de feu. Bon, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser, même si je parle des régimes de feu dans le titre de la présentation. Les deux aspects des régimes de feu auxquels on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est tout ce qui est superficie totale ou taux de brûlage, donc le pourcentage d'une région donnée qui brûle annuellement en moyenne, mais on va voir ça de plus près, et la sévérité après dans la deuxième partie de la conférence. Ouais, quelques aspects essentiels ou aspects généraux des régimes de feu quand même pour commencer, les régimes de feu boréaux au Canada. Depuis les années 80 en tout cas, donc depuis le moment où on a commencé en tout cas où on a des données cartographiques quasiment exhaustives des feux qui surviennent dans le territoire. Donc là, vous avez sur la carte tous les feux depuis les années 80. Bon, vous voyez qu'il n'en manque pas, surtout suivant certains endroits. On a des taux de brûlage, donc des pourcentages brûlés annuellement en moyenne sur cette période qui peuvent aller suivant les zones, de 0% à plus de 2% par année. Donc 2% par année sur une période de 45 ans, là, depuis les années 80. Ça veut dire que pendant cette période-là, il y a à peu près
une superficie équivalente à toute la région, à 95%, 2% fois 45, pas 80, 90%. Donc ça, c'est clairement dans l'Ouest canadien, par exemple, on voit qu'il y a des zones où presque tout a brûlé pendant cette période-là. Bon, ben, il y a des zones où ça brûle beaucoup moins, puis au Québec, c'est surtout dans la baie James. Bon, malgré ça, ça c'est en moyenne des taux de brûlage, mais il y a beaucoup de variabilité interannuelle. Il y a des années où ça brûle très peu, puis des années où ça brûle énormément, comme l'année 2023, là, au bout du graphique, qui est un exemple qu'on a tous en tête encore, puis qui est un bon exemple une bonne illustration de cet aspect de variabilité interannuelle. En termes de nombre de feux et de taille des feux, une manière assez illustrée de l'expliquer, c'est de dire qu'il y a beaucoup de départs de feu. Il y a énormément de départs de feu, c'est des milliers et des milliers. Seulement, quand on regarde ce qui est responsable des superficies brûlées, c'est seulement 3% de très grands feux qui vont être responsables de 97% des superficies totales. Donc ça veut dire qu'il y a quelques 3% de feux qui font plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'hectares qui vont être, eux, représentés toutes les 97% des superficies qu'on voit sur le graphique et puis qu'on voit aussi sur la carte. Voilà, la saison des feux, pour faire ça de manière très simplifiée, on va dire, au Canada ou dans la forêt boréale, c'est quand la neige, ça commence quand la neige fond. Ensuite, on a des pics entre mai et juin, juillet, août, suivant les régions. Mai, c'est plutôt dans le sud-ouest canadien. Puis, par exemple, ici au Québec, c'est plutôt juin et juillet. Puis après, ça peut s'étirer août, septembre, puis ça se termine tranquillement avec l'automne. En termes de sévérité, on a généralement des feux de cime, c'est-à-dire des feux sévères qui ne vont pas brûler juste comme on peut voir, par exemple, aux États-Unis, des feux de surface qui brûlent juste le sous-bois et qui laissent les arbres vivants. Dans la forêt boréale, c'est très rare. On a quand même généralement des feux de cime, mais à l'intérieur d'un feu, il peut y avoir une sévérité qui est assez variable. C'est-à-dire qu'il y a des zones où l'impact du feu sur la végétation va être plus prononcé que d'autres. Mais généralement, on parle quand même de feux de cime, très peu de feux de surface. OK. Comme je disais un peu au début, là, ma présentation, elle va être divisée en deux grandes parties. Une première où on va s'intéresser plutôt au changement dans les taux de brûlage historiques, donc dans les superficies brûlées historiques, avec surtout la question de comprendre comment les changements climatiques ou comment les déterminants climatiques ont influencé ces changements. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser au rôle atténuateur de la végétation sur les risques et la sévérité des feux depuis dans les dernières décennies, depuis les années 80. Donc on va commencer avec les aspects historiques. Donc, je vous ai montré sur la carte, là, on a des bonnes données depuis les années 1980 pour caractériser les feux. Mais en tant que chercheur, on veut toujours se demander, bon, est-ce qu'on est capable de remonter plus loin? Puis il y a différentes manières de pouvoir remonter dans le temps. Il y a la paléoécologie qui permet de remonter sur des milliers d'années, mais avec une précision écologique qui est quand même assez faible. Mais entre deux, il y a des méthodes liées à la dendro qui peuvent permettre d'aller chercher une information qui sont des estimations qui sont quand même pas aussi précises évidemment que les cartes qu'on a aujourd'hui et toutes les données qu'on a aujourd'hui, mais qui sont quand même beaucoup plus précises que de la paléo. Donc là, il y a deux possibilités. Quelque chose qui est souvent utilisé plutôt pas tant en boréal, mais quand même de plus en plus, c'est les cicatrices de feu. C'est l'idée qu'on va aller chercher des arbres qui ont été affectés par des feux, mais qui ne sont pas morts à ce moment-là. Donc, ils vont garder une cicatrice dans leur cercle de croissance. Puis là, c'est un exemple où il y a beaucoup de cicatrices. C'est un arbre qui a été témoin de beaucoup de feux, puis qui n'est pas mort à chaque fois. Donc, si on accumule beaucoup de ces arbres-là cartographiés sur un territoire donné, on va pouvoir estimer les taux de brûlage, c'est-à-dire le pourcentage qui est brûlé en moyenne par année, par exemple, et puis éventuellement cartographier de manière spatiale les feux. Et ça, c'est quelque chose qui est moins fait en forêt boréale, même si de plus en plus, parce que, comme je disais, il y a beaucoup de feux de cime, puis il n'y a pas tant, c'est plus difficile d'aller trouver des arbres qui ont brûlé, mais qui sont restés vivants. Parce que souvent, la sévérité va faire en sorte qu'il y a peu de survivants. Donc, une autre manière qui a été développée depuis quand même une quarantaine d'années, là maintenant, c'est
d'utiliser, à partir de la dendro, mais d'utiliser la structure de l'âge du paysage comme un proxy pour comprendre les superficies brûlées historiques ou les taux de brûlage historiques. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est de se dire que dans un paysage naturel, évidemment, qui n'a pas été coupé, où la perturbation principale qui détermine l'âge des forêts, c'est le temps depuis le dernier feu. Donc, ce temps depuis le dernier feu nous donne une information, information précieuse sur ce qui s'est passé en termes de feu dans le paysage. Bon, il y a pas mal de défis méthodologiques avec ça. Premièrement, c'est comme un peu l'illustre les cartes. Là. Plus le temps passe et plus on va perdre le signal des anciens feux, parce qu'il y a des nouveaux feux qui se superposent par-dessus, des endroits qu'on brûlait plusieurs fois. Donc ça, pour parer à ça, il y a différents types d'analyses statistiques qui ont été développées, mais les plus à jour, c'est des analyses de survie. Il y a des modèles de Cox là, que Dominique Cyr avait développé, avait adapté à ces données-là il y a quelques années. Puis c'est à ce qui, a priori, marche le mieux dans ce coin. D'autres défis méthodaux liés à ça, c'est le fait que c'est pas facile de dater l'âge des peuplements et l'âge des arbres. En tout cas, c'est pas aussi précis que les cicatrices de feu auxquelles on peut vraiment assigner une année à un feu. Là, en datant entre les problèmes de régénération juste après le feu, il peut y avoir un délai au moment où l'arbre est sorti, puis le fait de dater précisément l'âge de l'arbre, ben, on perd en résolution temporelle. Donc on va être assigné limité à une résolution temporelle d'environ 10 ans. Donc quand on reconstruit avec cette méthode-là les taux de brûlage, ça va être des taux de brûlage décennaux. Qu'est-ce qui se passe à chaque 10 ans? Quelle superficie a brûlé à chaque 10 ans? Bon, les données censurées, c'est un autre problème, je ne veux peut-être pas parler de ça. Puis, c'est ça, je veux vous demander de me faire confiance sur le fait que les méthodes sont quand même développées depuis longtemps, puis qu'elles sont assez robustes. Donc, ce qu'on a fait en 2021-2022, c'est ça que ça a été publié en 2022, c'est qu'on a voulu faire une méta-analyse de toutes ces études qui avaient eu lieu dans les forêts boréales nord-américaines. Aller essayer de chercher qu'est-ce qui avait été fait comme reconstitution d'historique des feux, avec soit des cicatrices, soit des temps depuis feu. Et là, les 16 études, c'est que des temps depuis feu, c'est ça qui avait été utilisé. Et d'essayer de comprendre, donc, en prenant toutes ces études d'un coup via une méta-analyse, est-ce qu'il y avait des patrons qui ressortaient en termes de dynamique temporelle. Comme c'est une méta-analyse, j'aime bien montrer un peu quand même les gens qui ont été impliqués pour aller chercher toutes ces données, parce que c'est énormément de travail, énormément d'argent. Ça, c'est des chercheurs, ça a commencé toutes ces études dans les années 80 dans l'Ouest canadien, en Alaska, puis ensuite des visages que vous connaissez beaucoup mieux ici au Québec, Yves et Sylvie, qui ont beaucoup travaillé avec leurs étudiants à couvrir avec ces études-là un peu tout le territoire, surtout du sud du Québec, dans les forêts aménagées. Et avec Raphaël, Jeanne et Martin, on a travaillé au travail de méta-analyse de toutes ces données-là ensuite. Bon, comme ça, c'est une étude de 2022, puis je veux vous montrer des mises à jour ensuite. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ce qu'on voyait avec cette méta-analyse, c'est qu'on avait des taux de brûlage autant à l'est qu'à l'ouest dans toutes les études, quasiment, sauf une. On avait des taux de brûlage qui étaient très élevés au 19e et au début du 20e, et après une baisse généralisée des taux de brûlage, donc des superficies brûlées chaque année, à partir quelque part entre le début du 20e et la seconde moitié du 20e siècle. Donc, dans cette étude-là, on n'avait pas vraiment utilisé en tout cas, on n'avait pas développé d'analyse pour comprendre d'où ça venait, mais on avait des interprétations sous forme de discussion avec principalement comme suspect principal le climat, mais aussi d'autres possibilités comme par exemple le fait qu'on est passé pendant cette période-là d'une gestion du territoire par les autochtones à l'époque précoloniale qui pouvaient utiliser le feu comme moyen d'usage des sols. Donc le fait qu'après on passe pendant le XXe siècle à la doctrine de la suppression, donc d'essayer de supprimer le plus de feu possible parce que c'est pas bon pour la forêt, puis c'est dangereux, etc. En tout cas,
C'était une possibilité, mais aujourd'hui, je vais vous parler juste du climat, du potentiel du climat comme déterminant de ces changements-là. Ouais, l'autre chose qu'on voyait en 2022, c'était qu'il y avait une divergence récente, même si tous les taux de brûlage avaient baissé à l'est et à l'ouest du Canada. Récemment, on avait une augmentation dans l'ouest depuis les années 80, 90, 2000. Mais par contre, les taux se maintenaient assez bas dans l'Est, donc au Québec essentiellement. Mais ça, c'était publié en 2022, donc depuis, on a eu 2023. Puis on a voulu je vais faire une petite parenthèse, c'est ça là-dessus, avant d'aller dans les analyses avec le climat. On a voulu regarder comment 2023, ça se plaçait par rapport à cette historique-là. Donc on a repris les mêmes données, les mêmes reconstitutions historiques qu'on avait déjà rassemblées, qu'on avait sous la main. Et on a comparé, comme je vous ai dit, vu que les reconstitutions sont limitées à des échelles de la décennie, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé juste en 2023 avec l'historique complet, parce qu'on a des taux de brûlage à l'échelle décennale. Donc ce qu'on a pu faire, c'est de comparer ce qui a brûlé pendant la décennie 2014-2023, donc le taux de brûlage décennal de la décennie qui s'arrête en 2023, avec l'historique complet. Puis ce qu'on voyait, c'est que ces taux-là, qui incluent 2023, ben, on était pas mal dans les limites historiques pour toutes les régions pour lesquelles on a des reconstitutions long terme. On était assez proche des records, c'est-à-dire des décennies où on a enregistré les plus hauts taux de brûlage dans l'Ouest canadien. Ben, la décennie avec 2023, c'est pas mal dans ces records-là. C'est vrai aussi dans le record pour le nord de la baie James. Par contre, pour tout le sud du Québec, ben, on est dans les taux moyens. Donc ça vous donne une idée un peu aussi de à quel point ça brûlait au 19e siècle. C'est-à-dire que si on prend ce qui s'est passé en 2023 et la décennie d'avant, ben, c'était la norme de ce qui se passait au 19e siècle. Ça illustre un peu l'idée que ça brûlait, à quel point ça brûlait plus au 19e. Donc je pense que c'est la fin de ma parenthèse, mais c'est ça. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est des analyses que j'essaye de terminer et de publier bientôt, quand j'aurai le temps. Mais j'ai essayé d'analyser, de confronter les changements dans les taux de brûlage à des reconstitutions climatiques pour essayer de comprendre comment le climat aurait pu être un moteur de ces changements-là. Donc ça, c'est l'exemple de la reconstitution des taux de brûlage, là, le petit graphique en bas, qui est pour la zone la plus proche de nous, là, pour l'ouest, le sud-ouest du Québec, on va dire, où on voit donc les taux de brûlage en 1800 qui sont globalement assez hauts, entre 0,5 et 2%. On a des pics à 2% là, au début du 19e. Ensuite, ils sont assez hauts et stables. Ensuite, ça monte aussi encore des pics dans les années 10 et 20, là, des périodes qu'on connaît assez bien en termes de taux de brûlage, où on sait que ça a brûlé beaucoup pendant cette période-là. Puis après la diminution, puis des taux assez bas stables. Il n'y a pas de 2023 là, dans ce graphique-là, ça s'arrête en 2020. Donc l'idée, c'était de confronter là toujours, c'est un exemple pour la zone en vert, donc sur la carte, le sud-ouest du Québec, de confronter ça à des reconstitutions climatiques. Les reconstitutions climatiques, on en a de plus en plus, mais quand on veut retourner loin dans le temps, c'est quand même encore un problème. Là, pour remonter au début du 19e, j'ai utilisé un jeu de données qui s'appelle FIDA, là, qui sont les courbes en rose. Je pense que le laser ne sert pas à grand-chose, c'est pas grave. Et qui sont des reconstitutions basées sur des proxys, donc de la paléo, de la dendro, etc., qu'on utilise pour forcer un modèle de circulation climatique comme on utilise. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ce n'est pas des enregistrements météo de stations, parce qu'au 19e, en forêt boréale, on n'en avait pas. Ensuite, les données CRU, qui sont donc la courbe verte qui commence en 1900, ça, c'est des données climatiques qui sont basées sur des enregistrements météo. Mais en forêt boréale, au début du 20e, puis encore maintenant, des stations météo, il n'y en a pas beaucoup. Au début du 20e, il y en avait très très peu. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup.
mais ce n'est pas si évident d'avoir des reconstitutions climatiques pour ces régions-là. C'est surtout ça que je voulais dire. C'est ça. Pour le jeu de données FIDA en rose, on a juste les températures et le SPUI. Le SPUI, c'est un indice de sécheresse. Quand il est en dessous de 0, c'est que c'est sec. Quand il est au-dessus de 0, c'est que c'est humide, en gros, pour faire simple. Mais c'est ça. Dans les données CRU, on avait aussi d'autres paramètres, là, dont les précipitations annuelles, les déficits de pression de vapeur. Puis c'est ça, quand il y a JJA, c'est pour la saison de croissance. JJA, ça veut dire juin, juillet, août. Donc c'est ça. C'est les températures moyennes pour la saison de croissance, qui correspond à peu près à la saison des feux. Et idem, le SPUI et les autres pour la saison de croissance. Bon, ce qu'on voit déjà visuellement hein, sur cette série temporelle-là, par exemple, c'est que le pic de taux de brûlage qu'on connaît bien des années 10 et des années 20 dans le sud du sud-ouest du Québec, ben, c'est lié à, oui, clairement, des décennies plus sèches. Bon, là, le SPUI qui est assez bas. Puis on voit les précipitations étaient à leur record de plus bas, là, si on regarde le troisième. Et un déficit de pression de vapeur assez haut. Mais par contre, c'était aussi des décennies qui étaient globalement assez froides, ou en tout cas pas plus chaudes que la moyenne. Donc, ce qu'on voit sur cette série-là, c'est que on a des... Non, je vais aller trop vite, c'est ça. Ouais. Bon, ça, c'était juste une manière visuelle d'interpréter ça. Maintenant, pour comprendre si c'est des patrons, quels patrons on va retrouver sur l'ensemble des régions, on allait chercher simplement les corrélations entre les taux de brûlage et les paramètres climatiques. Donc, ça donne ça. Je vais prendre quand même un petit moment pour expliquer la figure. Ça, c'est les corrélations pour chaque point avec une couleur correspond à une des régions à analyser. Donc, par exemple, toujours si on reste sur le sud-ouest du Québec, c'est le petit triangle vert. Puis chaque point correspond à la corrélation qu'il a avec un des paramètres climatiques. Donc, si on a notre petit point vert ici avec Tmin, la température moyenne, bon, ben, la corrélation, elle est de moins 0,4. Quand on est au-dessus de 0, c'est des corrélations positives. Quand on est en dessous de 0, c'est des corrélations négatives. Bon, ben, on voit que là-dessus, les régions sont quand même assez groupées déjà. On a quelque chose de relativement homogène dans les patrons. Oui, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on a fait... ça, les corrélations s'arrêtent à 1980. Parce que je vais vous montrer une autre analyse après 1980. Parce que 1980, c'est le moment où on rentre dans la période des changements climatiques modernes, puis dans la période où on a des données de bien meilleure qualité. Donc, on a limité cette analyse-là aux années 80. Ce que ça dit, en gros, c'est que c'est à peu près ce que je vous ai montré visuellement sur la diapo d'avant, que les décennies avec un haut taux de brûlage, c'est oui, corrélé avec des décennies qui sont plus sèches que la moyenne, mais aussi avec des décennies plus froides. Donc, c'est l'idée que avant le changement climatique moderne, on avait des années, des décennies qui étaient froides et sèches, puis ça déclenchait des forts taux de brûlage. Bon, maintenant, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1980, là, comme je vous ai dit, on a des données cartographiques complètes. Donc, on ne va pas se limiter aux reconstitutions décennales basées sur la dendrochronologie. Autant utiliser toutes les données qu'on a. Donc là, c'est un peu le même exercice que j'ai fait, mais au lieu d'aller regarder par région où on avait des reconstitutions dendrochronologiques des taux de brûlage, ben, j'ai divisé le territoire en une centaine de cellules, c'est ça, ouais, qui font à peu près 30 000 km². Et là-dedans, on regarde c'est quoi le pourcentage, le taux de brûlage annuel, là, ou le pourcentage de chaque cellule qui a brûlé annuellement depuis les années 80. Vous avez les taux de brûlage moyen là sur la carte. On retrouve à l'ouest qui brûle beaucoup, la baie James aussi, et le reste, tout c'est quand même un peu moins. Et ensuite, on regarde les corrélations des années avec forte superficie brûlée avec des données climatiques.
Avec là un jeu de données climatiques qui est un peu mieux aussi. Là, sur cette période-là, on a aussi des meilleures données climatiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est que contrairement à avant 1980, ben, les années où on a des grandes superficies brûlées, ça correspond à des années qui sont plus sèches, mais aussi plus chaudes. On a une corrélation positive de la température cette fois-ci. Donc, c'est un peu l'idée que la température, avec les changements climatiques modernes, elle va prendre de plus en plus de place dans la manière dont elle détermine les taux de brûlage. Peut-être expliquer ça ici, mais ouais, bon. Ce qu'il y a à retenir là de cette, je vais finir ma première partie historique là-dessus, c'est que les taux de brûlage, ils étaient plus élevés au 19e et au début 20e dans l'ensemble de la forêt boréale nord-américaine. Il y a eu une diminution après 1950 et aujourd'hui, il réaugmente vers des niveaux qu'on peut dire comparables à ce qui se passait au 19e et au début 20e. Les déterminants climatiques des taux de brûlage ont changé. Avant 1980, c'était plutôt lié donc à des décennies sèches et froides. Depuis 1980, c'est des années sèches et chaudes. Puis l'idée, l'interprétation générale derrière ça, c'est que depuis 1950, la hausse des températures, ça a commencé à augmenter, mais la hausse des températures, elle a été accompagnée d'une hausse des précipitations. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien pour la forêt boréale. Les précipitations augmentent, puis c'est logique avec la science du climat. Donc, l'augmentation des précipitations, elle a joué un effet tampon pendant une certaine période. Mais ce tampon-là, il est de moins en moins suffisant, parce que les températures, elles augmentent tellement que les précipitations sont plus capables, même si elles augmentent aussi un peu, elles sont plus capables de compenser pour ces hausses de température qui rendent la végétation plus sèche. Et en plus, au-delà de ça, on a quand même pas mal de variabilité interannuelle dans les précipitations. Les températures ont tendance à monter pas de manière complètement linéaire, mais on voit bien que les années sont de plus en plus chaudes et qu'il n'y a pas une année très froide au milieu de ça, alors que les précipitations, on a quand même beaucoup de variabilité. On peut avoir une année sèche, particulièrement sèche, malgré qu'elles augmentent petit à petit. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé en 2023. On avait une année chaude et qui était aussi avec des précipitations qui étaient plus basses que la moyenne. Pas aussi basses que ce qu'on avait dans les décennies froides et sèches du début du siècle, par exemple, mais qui étaient quand même en dessous de la moyenne. Puis on a vu ce qui s'est passé avec ça. Ok, je pense que je fais le tour avec ça et on va passer à la deuxième partie. À peu près encore un peu de temps, qui est sur le rôle atténuateur de la végétation sur les risques et la sévérité des feux au cours des dernières décennies. Bon, c'est ça, là, je ramène la sévérité dont on a parlé rapidement au début, mais j'aime bien montrer ces photos pour illustrer, c'est plus simple que beaucoup de discours. Mais donc, ouais, la définition, c'est l'intensité des dommages du feu sur la végétation et le sol. Puis là, avec la gradation, on voit bien entre une forêt verte non brûlée, sévérité très faible où il y a quelques arbres roussis, une sévérité moyenne où tous les arbres sont roussis et assez clairement, la plupart des individus sont morts, mais il reste quand même une certaine forme de structure et de végétation sur place. Puis une sévérité très forte ou extrême où tout est carbonisé, autant au niveau des tiges, du sol, etc. Là, il ne reste plus grand-chose. Puis c'est vraiment un aspect essentiel quand même des feux parce que ça va avoir des répercussions ou des impacts directs sur plein de choses comme les émissions de carbone, le potentiel de récupération après coupe. Une forêt à sévérité faible, moyenne, ça se récupère. Une forêt toute carbonisée, il n'y a plus grand-chose à récupérer. Ça va aussi avoir des impacts sur la régénération et la dynamique des peuplements après feu. Comment ils sont capables de se régénérer suivant les niveaux de sévérité, et puis sur la biodiversité de la faune, etc. Donc, tout ça pour vous convaincre que c'est important de s'intéresser à la sévérité des feux. Puis un avantage qu'on a aussi, c'est que grâce aux avancées de la télédétection, c'est une caractéristique des feux qu'on est capable de cartographier, d'estimer assez facilement à partir des satellites. Là, c'est l'exemple d'un feu qui a eu lieu au nord du lac Saint-Jean à Chute des Passes en 2020. Si on prend une image
avant le feu en 2020, puis une après le feu. Et ça donne ça. Ça, c'est des images Landsat. Et bon, déjà, ça permet d'avoir grâce à la télédétection, d'avoir des cartographies, des contours de feu extrêmement précises. Et en plus de ça, avec un indice qui va jouer avec des différences dans les bandes infrarouges. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques de télédétection. Mais en gros, avec cet indice-là, en comparant les deux images, on va avoir une estimation de la sévérité qui est assez robuste. C'est quelque chose qui est utilisé partout dans le monde, cet indice-là, la DNBR ou des dérivés. Mais on allait partout dans le monde, on est allé vérifier sur le terrain si ça correspondait, puis ça s'est fait aussi au Québec. Et c'est quelque chose qui est très solide pour estimer la sévérité. Bon, les objectifs là, des analyses que je vais vous montrer, c'était un peu de prendre parti du fait qu'on a toutes ces données de sévérité disponibles avec les satellites pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va déterminer la sévérité, et particulièrement entre les déterminants climatiques ou météoclimatiques et les déterminants de végétation, donc de type de combustible finalement, comment les différents types de végétation peuvent jouer sur le fait qu'on va avoir des risques et un risque de feu et une sévérité de feu différentes. Et c'est ça, avec l'idée d'aller voir si on avait des effets relatifs différents entre les paramètres climatiques et la végétation, s'il y avait des interactions, etc. Puis surtout de quantifier comment tout ça fonctionnait. Là, on a allé chercher une base de données de sévérité des feux qui est développée par le CFL, qui est juste de l'autre côté de la route ici, hein, avec l'équipe de Luc Guindon. C'est basé sur des données Landsat à 30 mètres de résolution et on a la sévérité de tous les feux survenus depuis 1985. Nous, on s'est arrêté à 1989 pour des raisons dont je parlerai peut-être pas maintenant. Mais bon, en gros, c'est ça. On avait la sévérité des feux sur une zone, là où je me suis limité à l'est du Canada, donc une zone d'environ de 2 millions de kilomètres carrés dans l'est du Canada. Et on a séparé en deux pour la modélisation pour les analyses ensuite, là, entre la zone sud et la zone nord, parce qu'on a des régimes de feu assez différents, des combustibles différents, avec le sud qui a des feuillus, etc. Et le nord qui a moins de biomasse et un climat différent. Bref, c'est séparé en deux. Et pour faire de la modélisation, on allait chercher des grosses bases de données là-dedans. Comme c'est à 30 mètres de résolution, il y a énormément de données potentielles. Alors, on a pris 1,5 million de pixels qui ont brûlé, auquel on associait la météo à la date du feu, et un autre 1,5 million de pixels qu'on a pris au hasard, qu'on sait qu'ils n'ont pas brûlé pendant cette période, et à qui on donnait une date de météo au hasard pour que le modèle soit capable de s'entraîner à faire la différence entre ce qui a brûlé et ce qui n'a pas brûlé, en gros. Bon, pour caractériser la végétation, on a aussi utilisé une autre base de données qui est aussi développée par les collègues au Service canadien des forêts, au CFL, avec l'équipe de Luc Guindon, où là, c'est aussi basé sur du Landsat, puis on a des estimations à 30 mètres de résolution, donc depuis 1985 aussi, annuellement ou tous les 5 ans, je pense qu'ils mettent à jour ces cartes-là, mais où on a des estimations de la structure des forêts, donc biomasse, hauteur, pourcentage de fermeture du couvert, et de la composition au travers du pourcentage de feuillus qu'il y a dans la canopée pour chaque pixel de 30 mètres. Donc, à chaque point qu'on a échantillonné pour notre base de données, ils avaient toutes ces caractéristiques-là qui étaient associées. On est allé aussi chercher une variable de zone humide, là, qui est aussi déterminée par Landsat, parce que c'est quelque chose qui peut être important pour les risques et les sévérités de feu. Puis c'est ça. Bon, là, on voit bien sur la carte les différences entre la zone nord et la zone sud de type de combustible ou de type de végétation, avec au sud un gradient entre forêt feuillue et forêt mixte et forêt mixte et coniférienne, avec quand même d'assez fortes biomasses, alors que dans la zone nord, on est sur des forêts conifériennes pures avec beaucoup moins de biomasse, évidemment, puisqu'on est dans la paissière à lichen là-haut. Et aussi une abondance de grandes zones humides dans la zone nord, avec les basses terres de
de la baie James, qui sont des espèces de zones humides géantes. Ok, je ne veux pas perdre trop de temps avec ça. Ouais, on va aller plus vite. Bon, on a pour la météo, le climat météo, on avait deux indices qui sont des indices liés aux indices météo. Le BUI ici, il y en a un qui est le BUI, qui va être le plus important, qui mesure en fait des périodes de sécheresse un peu prolongées et qui va... bon, c'est ça. On va dire que c'est un indice de sécheresse, mais qui est utilisé pour la gestion des feux. Par exemple, la Somfeu utilise ce genre d'indice-là. Je suis un peu en retard, alors je vais essayer de passer vite. Donc, ce qu'on a fait avec toute cette base de données, c'est de tout mettre ça dans une classification random forest avec deux modèles, un pour le sud et un pour le nord séparément, où le modèle va chercher à classer les pixels suivant trois classes de sévérité. Donc, une qui n'est pas vraiment une classe de sévérité qui est non brûlée, une autre qui est une sévérité faible et modérée, et une autre à forte sévérité. Et on va essayer de les classer en fonction des variables prédictives, donc la météo, dans lequel on a aussi ajouté le jour de l'année pour un peu contrôler la période de la saison des feux, les paramètres de végétation, la topographie. Là-dedans, on a fait préalablement une sélection de variables pour voir s'il y en avait qui étaient peut-être pas essentielles. Et on se retrouvait avec plus que le BUI, donc l'indice de sécheresse, pour faire simple, le jour de l'année et des paramètres de végétation, mais la topographie non plus était plus très importante. De validation, je vais aller un peu plus vite aussi. Bah, c'est ça. Pour avoir, ça c'est juste pour la zone sud. Je vais surtout vous présenter des résultats là sur la zone sud aujourd'hui. Mais on avait une précision moyenne à quel point le modèle est réussi à classer un pixel entre brûlé dans sa classe de sévérité, donc non brûlé, faible, modéré ou autre. La précision était de 50%, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même correct. Mais si on voit un peu la matrice là, de confusion, on voit que la plupart des erreurs, elles se font entre les classes de sévérité faible, modérée et haute. Mais entre brûlé et non brûlé, si on regarde à quel point il est capable de classer un pixel non brûlé versus brûlé, ben ça, la précision est beaucoup plus haute. Elle est autour de 86%, pas 0,86. C'est-à-dire que là, il a une bonne performance pour la probabilité de brûlage, peu importe la classe de sévérité. Il est un peu moins bon pour classer les différentes classes de sévérité. Ok, donc ça, c'est les résultats qui sortent de ces modèles-là. Bon, tranquillement. En gros, ce que montrent là, les résultats, ça va être plusieurs graphiques de ce type-là où il y a la probabilité de brûlage, la probabilité en Y pour la probabilité de brûler, peu importe la classe de sévérité, ça c'est la courbe en noir, et la probabilité de brûler de brûler à haute sévérité, ça c'est la courbe en rouge. Et en fixant des paramètres éventuellement pour prédire ces probabilités-là à partir du modèle. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est la saisonnalité pour la zone sud. Donc ce que ça montre, c'est qu'il peut commencer à brûler dès le mois de mai. Mais par contre, la sévérité est minimum pendant au moins un mois. Et après, éventuellement, on peut avoir des feux sévères, mais ça va commencer en juin. Tout ce qui est avant, c'est des feux moins sévères. C'est ça. Puis ça termine tranquillement avec l'automne. Donc rien de très nouveau ici. Ça, c'est la même chose. Ok, c'est ça qui est un peu plus intéressant. Ça, c'est l'effet du BUI, donc l'indice de sécheresse qui est utilisé dans les indices météo. Où là, j'ai fixé les paramètres du modèle entre le 15 juin et le 15 juillet, et tous les autres variables prédictives sont gardées à la moyenne. Donc on est au cœur de la saison des feux, mais ça c'est pour un pixel moyen. Peu importe sa végétation, il y a un peu de tout là-dedans, en gros. Bon, ben, on voit qu'avec l'indice de sécheresse, la probabilité de brûler augmente assez rapidement et la probabilité de brûler à haute sévérité aussi.
passe de, par exemple, sur un B8 0 de 0 à 7% pour les risques, la probabilité de brûler ou le risque de feu, et la forte sévérité de 0 à 2% à peu près. Hein, ça se répète. OK. Donc maintenant, plus important, la question que je me posais en tout cas à la base, c'était de comprendre comment la végétation pouvait atténuer les risques climatiques, donc les courbes qu'on vient de voir avant. Donc pour ça, on peut regarder cette courbe-là, où là, on a la probabilité, pareil, de brûler ou de brûler à haute sévérité, mais en fonction du pourcentage de feuillus dans les peuplements. Et ça, on a fixé toujours des paramètres au cœur de la saison des feux, 15 juin, 15 juillet, et avec un BUI au-dessus de 60, ce qui est considéré comme des conditions assez extrêmes pour les feux, en tout cas au Québec. Donc là, ce qu'on voit, c'est que clairement, plus on a de feuillus et plus le risque diminue. On va avoir un risque de feu qui diminue de 7 à 1,5% entre des peuplements conifériens purs et des peuplements feuillus purs, et de la sévérité qui passe de 5 à 0%. Donc, un peuplement feuillu, c'est possible que ça brûle. Pas très probable, mais c'est possible. Mais ça ne peut pas brûler à forte sévérité, en gros. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on a un effet très clair de la composition qui va atténuer le risque de feu. On le voit assez bien. Ensuite, si on regardait ce qui se passait au niveau des peuplements conifériens, donc des conifères purs, c'est ça là. On a gardé les mêmes paramètres fixés. 15 juin, 15 juillet, un BUI très élevé, donc des conditions météorologiques très propices au feu, et une composition avec 100% de résineux, donc c'est ça, des peuplements résineux. Là, on regarde ce qui se passe par rapport à la structure de ces peuplements-là, avec en haut la fermeture du couvert et en bas la biomasse. Ce qu'on voit, c'est que des peuplements plus ouverts ont des plus faibles probabilités de brûler, autant de brûler à peu importe la sévérité que de brûler à haute sévérité. Donc plus ils sont fermés, plus ils ont de chances de brûler, ce qui est assez logique, pas grand-chose de nouveau là-dedans. Mais du côté de la biomasse, il y avait quelque chose de peut-être plus intéressant, qui fait que quand on a des peuplements à faible biomasse, il y a des probabilités réduites de brûlage et de brûlage à haute sévérité. Puis il augmente pour atteindre un pic entre 40 et 80 tonnes à l'hectare, et ensuite ça rediminue. Et ça, on l'a interprété de manière... Il faudrait fouiller un peu plus, mais l'interprétation qu'on a pour l'instant serait liée à l'âge où en fait on a les peuplements avec moins de 40 tonnes à l'hectare, c'est des peuplements qui sont très jeunes, donc qui viennent d'être coupés, qui viennent d'être brûlés dans les peut-être 10, 20, 30 ans après. On va rester dans ces niveaux de biomasse-là. Et donc là, quand on a des forêts très très jeunes, on a un risque et une sévérité qui est diminuée. Par contre, dès qu'on arrive dans des peuplements matures, intermédiaires ou jeunes matures, on va dire, ou matures un peu vieux, mais c'est là où on va avoir les risques et les sévérités les plus fortes. Par contre, quand on arrive dans des très vieilles forêts qui ont beaucoup de biomasse, là, il y a une capacité de rétention de l'eau qui est plus forte avec de la mousse, avec des fermetures de couverts, etc., des complexités structurelles qui font qu'on a potentiellement une baisse du risque. En tout cas, un effet atténuateur plus fort des vieilles forêts. Mais ça reste une interprétation et on va devoir fouiller un peu plus. Ok, je vais passer plus vite. La zone nord, c'est des résultats très similaires, sauf qu'il n'y a pas de feuillus, évidemment. Mais ce qui va jouer un fort rôle d'atténuation, c'est la présence de zones humides. Ce qui est assez logique, là, si on regarde la différence dans les végétations là-haut entre une paissière à lichen et une zone humide, on peut se douter assez facilement qu'il y en a une qui brûle plus que l'autre facilement. Donc, quelques points à retenir au niveau de cette deuxième partie. Les effets atténuateurs que je vous ai présentés, il n'y a rien de très nouveau, mais par contre, ce qui l'exercice de modélisation a permis, c'est peut-être une quantification un peu plus robuste de ce qu'on avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait des
on avait des idées, mais on ne l'avait pas vraiment bien quantifié. Donc là, avec ce gros jeu de données issu de la télédétection, ça permet de le quantifier. Donc on a un effet résistance de certaines forêts, forêts feuillues, les forêts très jeunes, peut-être les vieilles forêts et les zones humides dans le nord. Et donc si on pousse ça un peu avec un regard vers l'avenir, on peut se dire que oui, on sait que les changements climatiques vont augmenter le risque et la sévérité des feux, mais la dynamique de la végétation pourrait atténuer les effets. Puis on pourrait aussi décider d'orienter des dynamiques de végétation dans l'aménagement forestier qui permettent de limiter les risques de feu, comme par exemple favoriser des feuillus, tout simplement. Bon, je vais finir là-dessus. Ouais, quelques pistes pour aller plus loin. Bon, sur la partie historique, c'est sûr qu'il nous reste du travail sur tous les déterminants non climatiques, à essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau des usages des sols précoloniaux, par exemple, avec les autochtones. C'est extrêmement, moi, ça m'intéresse énormément, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a peu de données sur les populations autochtones, etc., l'usage du feu à cette époque. C'est quelque chose qui serait peut-être plus une question de paléo qu'une question une question d'archéologie et de paléo qu'une question d'écologie historique, on va dire. Il y a tous les aspects de changement de végétation aussi qu'on n'a pas pris en compte pour l'instant. Comme dans la deuxième partie, je vous ai montré, il y a un effet, une interaction de la végétation sur les régimes de feu qui est importante. Mais on est un peu aveugle de la végétation du 19e, de comment exactement elle a changé, comment ça a pu influencer aussi les changements dans les régimes de feu sur cette période-là. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de fouiller un peu mieux. Bon, et mieux comprendre à modéliser les interactions de météo-végétation, par exemple sur les vieilles forêts. Là, je pense qu'il va falloir qu'on continue à fouiller un peu là-dedans parce que c'est des questions vraiment importantes. Et aussi, là, tout ce que je vous ai présenté, c'est une approche de modélisation, la deuxième partie, c'est une approche de modélisation très brute, où on met tous les pixels d'un coup. Mais là, il faudrait aussi voir comment, à l'intérieur d'un feu qui se propage, comment ça fonctionne. Là, si on met une bande de feuillus, par exemple, pour protéger des communautés, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Bon, ben oui, on sait que les feuillus, ils brûlent moins, mais si on a un feu un gros feu comme le Bel-sur-Quévillon, qui s'en vient vers la communauté, des feuillus, il en faut combien? Parce qu'on a besoin d'une bande de 300 mètres, de 1 km, etc. Ça, c'est des choses qu'il va falloir continuer à fouiller pour comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, d'essayer d'utiliser tout ça pour faire des projections futures à partir des scénarios climatiques et de végétation, essayer de mieux comprendre les futurs régimes de feu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et je remercie surtout tous mes collaborateurs que je n'ai pas pu tous citer au fur et à mesure de la présentation. Merci. Merci, Victor. Donc, est-ce qu'il y aura des questions dans la salle? Euh, Merci pour la présentation. Je me demandais, vous avez regardé la période 2014-2023 et comparé aux décennies d'avant, puis c'était comme dans les normes du début du 20e siècle, d'après ce que je vous ai dit, je pense. Puis je me demandais, est-ce que vous pensez, si on décale la fenêtre pour inclure les années 2024 et 2025, est-ce que ça serait encore dans les normes ou est-ce que vous pensez que ça va dépasser un peu? Ben, c'était dans les normes dans le sud du Québec, en gros. Mais dans l'Ouest canadien, on dépassait, enfin non, on dépassait pas, mais on était vraiment proche des records déjà. Puis si on ajoute 2024, 2025, surtout 2024 où ça a beaucoup brûlé, je pense que dans l'Ouest, on doit les dépasser, les taux de brûlage. Mais au Québec, ça n'a quasiment pas brûlé. Donc non, je pense que les analyses restent à jour de ce niveau-là. Mais encore même dans l'Ouest canadien, ça serait à voir parce que les taux historiques sont tellement hauts que c'est difficile à battre. C'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Victor? Nathalie Perron, Université du Québec. Je me demandais, Victor, tu sais, depuis, tu sais, la Sopfeu est en activité depuis, je ne sais pas, une cinquantaine d'années. L'effet de la Sopfeu, est-ce que ça vient diminuer, tu sais, les superficies brûlées ou pas? C'est quelque chose que, que j'aimerais bien analyser, mais c'est très compliqué aussi parce que on l'avait fait pour quelques territoires au Québec, là, en gros, avec les reconstitutions du Québec. Puis le seul proxy qu'on avait pour la suppression, l'intensité de suppression, en fait, finalement, c'était la densité de population et puis différentes phases historiques. Parce que de toute manière, avant 1970, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de. L'effet de la suppression, je pense qu'on peut se dire que c'est vraiment limité. Quand on voit une année comme 2023 ou comme il y avait au début du siècle, y aller avec quelques camions, des pelles et des pioches sans avion, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais peut-être depuis les avions citernes depuis les années 70, c'est plus puissant, mais c'est très difficile à quantifier. D'autres gens qui l'ont fait ont utilisé l'argent dépensé comme si on prenait le budget de la Sopfeu comme l'intensité de suppression. Mais même ça, c'est un proxy qui est quand même assez éloigné de la réalité. Puis c'est qu'on ne sait pas si les petits feux qu'ils éteignent au début vont devenir des grands, seraient devenus des grands. Ça, on peut juste pas le savoir du tout. Puis d'autres aspects qui influencent, en tout cas, c'est la population qui met le feu aussi, tu sais. Puis notre capacité à intervenir rapidement. Plus il y a des routes, ben, plus notre capacité à détecter les feux et à les éteindre, ou en tout cas à réduire leur superficie, est grande. Ça vient quand même interférer aussi avec. Bah non, c'est sûr. Puis les grands feux qui sont responsables des superficies brûlées, c'est quand même essentiellement des feux de foudre dans le nord que justement on met du temps à détecter. Et si la feu arrive, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ils vont pouvoir éventuellement protéger des infrastructures ou des communautés, mais c'est plus les feux qu'on a eus à Chibougamau ou à Lebel-sur-Quévillon en 2023. Il n'était pas question de les éteindre ou de les arrêter par la feu. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire, là, c'est sûr. Donc, en conclusion, tu penses que ça a quand même peu d'effet sur les résultats que tu as présentés? Ouais, je pense que oui, sur la série temporelle de taux de brûlage, en tout cas, pour moi, c'est clair et pour mes co-auteurs aussi, mais que c'est pas ça qui explique la diminution des taux de brûlage dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est pas la suppression qui fait ça. C'est pas. C'est sûr. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Merci. Vous aviez une figure, là, je pense que c'est diapo 26 ou 27 sur la probabilité de brûler en fonction du pourcentage de feuillus, si je ne me trompe pas. Ouais, je me demande comment vous expliquez la réaugmentation vers le 30% de feuillus, la grosse augmentation de 20 à 30. Donc, Ouais. pourquoi ça ne semble pas être linéaire? Non, ben ça, c'est le problème des approches de machine learning. Là. Ça donne des bons R carrés, mais on se retrouve avec des choses qui sont un peu pas aberrantes. C'est juste que le modèle est tellement bon qu'il essaye de coller aux données à tout prix. Puis là, dans les données, il y a quelque chose qui se passe. Il doit y avoir beaucoup de pixels qui sont dans les 25-30% et il essaye de se coller à ça. Mais c'est sûr que moi, je trouve ça intéressant quand même d'utiliser ces approches, même si c'est un peu des boîtes noires puis que ça fait ce genre de patron-là bizarre. Mais après, il ne faut pas les utiliser forcément directement comme ça pour faire de la prédiction. Là, on essaye de comprendre les effets. Puis après, la prédiction, il faut construire des modèles à partir de ce qu'on comprend des effets, des modèles peut-être plus mécanistes ou autres. Ne pas utiliser ça de manière aveugle en disant je vais lui donner mes données puis il va tout me prédire facilement. Un peu un surajustement à cause de l'approche, mais on s'attendrait à quelque chose d'un peu plus linéaire. Donc, la Ouais. tendance est bien expliquée. OK, merci.
La sévérité, la probabilité à haute sévérité est déjà plus linéaire. Ouais, ça fait plus de ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Victor? Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur la première partie, la partie historique, où vous nous présentez les résultats avant 1980 et après 1980. Et là, vous avez une fenêtre temporelle qui est différente puisque vous avez des décennies avant 80 et annuelles après 80. Et est-ce que ça peut amener un biais dans les résultats potentiellement ou vous pensez pas? Un biais, je ne sais pas, mais c'est surtout une limite de ces jeux de données. Ce qui est sûr, c'est que quand je fais les analyses, au lieu de les arrêter à 1980, je les fais arrêter à 2020 à l'échelle décennale. Ça donne les mêmes résultats. Ça ne change pas. Mais pour la période 80, c'est sûr qu'à partir du moment où on a des bonnes données, autant les analyser telles qu'elles sont, hein, c'est ça. Et puis, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une question qu'on se posait, dont je n'ai pas parlé, hein, mais de se dire, OK, peut-être que c'est des décennies plus froides, mais en fait, il y avait une année très chaude là-dedans, puis nous, on n'est pas capable de la détecter. C'est pour ça que j'ai utilisé une autre variable qui était le T95, les années les plus chaudes de la décennie comme référence pour voir. Puis ça avait une corrélation négative aussi. Donc, globalement, d'après les données climatiques qu'on a, en tout cas, ça semble robuste. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ok, donc il y a une dernière question en ligne et puis on va s'arrêter là ensuite. Donc c'est Claudie Maud qui demande, est-ce que ce que vous présentez fait partie d'un papier en préparation ou d'un article déjà publié? C'est deux articles en préparation. Il y en a un qui est plus proche d'être soumis que l'autre, en tout cas. Ah, ok. Je ne dirais pas lequel. Donc est-ce que ça, ça répond à la question de Claudie Maud? Ok, bah, merci à tous. Merci pour être venus ici ou merci de vous être connectés en ligne. Et surtout, on va remercier Victor pour sa conférence.